Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle chaîne WIS Air Drone et FPV qui a pour but un petit peu de montrer mon évolution sur l'apprentissage du pilotage de drone et la pratique du FPV. Alors, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'étapes qui vont être réalisées et puis je me proposais sur cette chaîne de faire comme ça des contenus, à la fois des images capturées par les drones et par les différentes étapes, et l'explication des étapes et la façon dont je l'ai ressenti. Bonjour, je m'appelle Gabriel et donc on va commencer aujourd'hui à faire un petit peu l'introduction de ce que j'ai envie de faire à travers cette chaîne. Donc moi, ça fait longtemps que j'ai envie de commencer le drone, et plus particulièrement le drone FPV, le pilotage en FPV. Alors c'est sûr que quand on parle de FPV, on pense tout de suite compétition, acrobatie et différentes prises de vue très impressionnantes. On oublie aussi très souvent que le FPV, c'est aussi du vol contemplatif, du vol cinématique. C'est-à-dire le fait de ressentir en fait le vol, et c'est cette chose-là dans le FPV qui m'intéresse le plus. Alors effectivement, il y a plusieurs possibilités et l'apprentissage du FPV se fait pas forcément comme ça en claquant des doigts. Même si la technologie a énormément évolué, ça reste une pratique qui est très do it yourself. Sauf que, entre-temps, est arrivé DJI avec le DJI FPV et le DJI Avata. Puis, son évolution, l'Avata 2, qui ont un petit peu changé la donne et qui, moi, m'intéressent particulièrement. Alors évidemment, c'est un investissement, d'une part, et d'autre part, la philosophie liée au drone de DJI s'éloigne un petit peu de la philosophie do it yourself. Et c'est à la fois quelque chose de très intéressant, mais c'est aussi à la fois quelque chose qui enferme, puisqu'on est sur une plateforme propriétaire, avec finalement très très peu de possibilités d'évolution. Éventuellement changer quelques petites choses à la marge, mais c'est vrai que c'est une plateforme qui est globalement assez fermée. Alors moi, avant de commencer le FPV en tant que tel, euh, j'étais en train de rechercher un petit peu quel drone je voulais. Et je m'étais orienté vers le DJI Avata 2. Parce que justement, c'était une plateforme cohérente, qui fonctionnait bien, qui avait déjà suffisamment de maturité pour sembler être intéressante par rapport à ce que je voulais faire. Néanmoins, la donne a un petit peu changé parce que on arrive en fait en fin de vie du produit DJI Avata 2 avec une annonce de l'arrivée très prochaine de l'Avata 3. Et donc, du coup, faire un investissement assez conséquent sur un drone qui allait être discontinué par rapport au suivi de DJI, ça m'embêtait un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais opter pour une position un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire que d'une part, j'allais faire de la simulation avec la télécommande et des logiciels de simulation. Donc ça, c'est pour prendre en main le vol en mode libre. Et j'allais prendre un petit drone pour en même temps m'habituer à la plateforme drone en elle-même. Donc pour ça, j'ai choisi d'acquérir un DJI Mini 3. Alors pourquoi le Mini 3? D'une part parce que c'est un drone en catégorie C0, donc du coup il est petit, il fait moins de 250 grammes, il est suffisamment avancé pour
quand même avoir un petit peu de plaisir, mais surtout il n'est pas trop cher. Donc du coup, ça reste un investissement raisonnable et ça ne nécessite pas de débloquer une quantité phénoménale de capitaux. Alors évidemment, avant de pouvoir faire voler son drone, même si les drones C0 ne nécessitent finalement que très peu de choses, et d'un point de vue légal, il y a quand même des étapes à faire. Et moi j'avais envie d'être un peu dans les clous, quoi, de pas trop avoir de problème là-dessus. Donc je me suis inscrit sur la plateforme Alpha Tango, qui est la plateforme française d'enregistrement et qui permet de pouvoir avoir un certificat de téléopérateur et une plateforme pour enregistrer ses drones aux yeux de l'autorité. Et donc de passer la formation qui est normalement une formation de 4 heures, puis un QCM qui permet de pouvoir obtenir cette attestation d'autorisation de vol en catégorie ouverte pour les sous-catégories A1 et A3, ce qui permet de pouvoir faire voler des drones de moins de 250 grammes et des drones de moins de 1 kg, donc la catégorie C0 et la catégorie C1. Et donc, ce module de formation, il est gratuit, donc c'est intéressant de le faire. C'est pas très très compliqué parce que globalement, 90 à 95% des notions qui sont données dans cet outil de formation, en fait, sont de l'ordre du bon sens. Il y a à peu près 5 à 10% de points un petit peu particuliers, mais globalement, c'est accessible pour la grande majorité des gens. Donc j'ai passé le QCM et puis j'ai obtenu mon attestation. Donc fort de ça, je peux piloter des drones en catégorie ouverte, sous catégorie A1 et A3, pour des drones C0 et C1. Et moi, ça me va très bien, parce que les drones de FPV, notamment l'Avata, est en catégorie 1, donc en catégorie C1, donc ça m'allait plutôt bien. Donc du coup, cette première étape, qui est l'étape un peu administrative, elle est quasiment terminée. J'attends la réception du drone, le Mini 3, pour l'enregistrer. Alors je ne sais pas encore si le Mini 3 est doté d'un transpondeur, je pense pas. Je sais que l'Avata, il y en a un, et que c'est obligatoire en catégorie C1, mais en catégorie C0, c'est facultatif. Donc je pense que je vais simplement enregistrer sur la plateforme Alpha Tango le drone. Comme ça, il est enregistré et puis il fait partie de la future flotte. Et puis, je vais pouvoir faire mes armes sur ce drone-là, c'est-à-dire à la fois commencer à m'habituer à une radiocommande dédiée à un appareil volant, puisque moi je suis plus habitué à la gestion d'une télécommande pour des sous-marins. Alors, vous allez me dire, les sous-marins, ça répond à la même logique que les appareils volants, mais c'est vrai que les quadricoptères, c'est une logique de vol qui est complètement différente de celle des avions. Et donc, du coup, même s'il y a des grands principes qui sont à peu près les mêmes, en aéronautique, comme d'ailleurs en pilotage de sous-marins, la prise en main n'est pas tout à fait la même. Et les effets physiques, notamment le vent. Donc, je trouvais intéressant, avec ce drone-là, d'un côté, pouvoir faire mes premières armes en ce qui concerne les problématiques de prise de vue, de trajectoire, de prise en main et de tester l'ergonomie en vol. Et puis dans un deuxième temps, continuer l'apprentissage en mode manuel avec le simulateur. Pourquoi ? Parce que les drones qui sont dédiés à la prise de vue ont tout un système d'auto-stabilisation, et finalement ce que l'on peut faire, c'est les faire monter et descendre en altitude, les faire évoluer à gauche, à droite et en révolution, mais on n'a pas cette capacité de pilotage complet que permet notamment le mode manuel avec les drones FPV. Alors, dans la catégorie FPV, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté immersion, c'est-à-dire effectivement avoir le casque qui permet de voir directement la caméra
du drone, et donc du coup d'avoir un vol qui soit très intuitif, qui soit très organique, qui soit totalement manuel. Or, ce vol manuel nécessite un apprentissage, une prise en main d'abord dans un simulateur pour éviter de se crasher dès qu'on soulève l'engin à plus de 1 mètre du sol. Alors évidemment, je vous parlais de DJI. DJI, avec ses drones FPV, a prévu 2 modes qui sont très similaires en termes de vol, qui est le mode normal et le mode sport, qui sont autocompensés et où effectivement on ne peut pas faire des figures et faire des mouvements du drone comme on peut le faire en mode manuel. Ce qui fait que ces drones-là ont une capacité hybride qui est assez intéressante. Et donc, l'évolution entre le pilotage d'un drone de prise de vue à un drone FPV sur la plateforme DJI, elle peut se faire en douceur, moyennant le fait d'avoir aussi cette capacité avec la simulation, de pouvoir commencer à appréhender un petit peu le pilotage et comprendre en fait la dynamique en fait de ça. Donc moi ça m'intéressait, et le fait de prendre un Mini 3, faible coût d'entrée dans la discipline, puisque là on est sur à peu près 300 €, donc ça reste on va dire c'est quand même un investissement important, mais par rapport à l'Avata qui est à 1 200 € avec le pack Flamer Combo, là ça reste quand même relativement raisonnable. Alors moi j'ai pas pris la télécommande avec l'écran intégré, j'avais pris la télécommande de base sur lequel on vient mettre le smartphone, parce que j'avais pas besoin de prendre cette télécommande là, d'autant plus que en termes de flow, moi je vais pas aller vers la gamme R ou la gamme Mavic. En tout cas, c'est pas le chemin naturel sur lequel je veux prendre. Alors après, la question, pourquoi ne pas faire du do-it-yourself avec un drone FPV? Parce que j'ai pas trop envie, en fait, de commencer à investir dans des modules, de devoir les assembler, ce qui n'est pas quelque chose auquel je suis effrayé par cette perspective-là. Mais j'avais envie d'un truc qui, voilà, on appuie sur un bouton, le machin il se soulève et on commence à jouer, quoi. J'avais pas trop envie d'être dans une démarche un peu geek, même si c'est quelque chose qui fondamentalement me fait pas peur. Mais je voulais un produit, voilà, qui était un petit peu fini, et c'est pour ça que je faisais un peu la comparaison avec Apple. C'est-à-dire que DJI et au drone, ce qu'Apple était à la téléphonie et à l'informatique dans les débuts des années 2000-2010, c'est-à-dire avoir la force de pouvoir proposer quelque chose qui soit très intégré, très bien pensé, très bien réfléchi, avec des fonctionnalités de base qui permettent de pouvoir contenter une bonne majeure partie des utilisateurs, et puis la possibilité quand même d'avoir des espaces pour aller plus loin et pour enrichir la discipline que simplement les trucs ultra scriptés qu'on peut trouver notamment sur les drones de la gamme Mini ou de ces drones-là qui sont vraiment dédiés aux drones de prise de vue. Donc voilà, donc sur la chaîne Wizz Air Drone et FPV, ça va être un petit peu une espèce de journal en fait de mon évolution, d'apprentissage de la discipline dans les deux domaines. Il y aura donc l'unboxing du Mini 3 quand il arrivera d'ici la fin de la semaine, et puis il y aura toute une série de vidéos sur mes prises de vue, les prises en main, mes réflexions, la façon dont je vais utiliser l'outil drone et me l'approprier. Et puis, à terme, quand le DJI Avata 3 sera disponible, et à ce moment-là, switcher véritablement vers mon objectif qui est le vol immersif. Alors c'est vrai que dans le FPV, le vol immersif, c'est une des disciplines en fait du FPV. On a d'autres disciplines, la course et les acrobaties. Moi, c'est pas vraiment vers ça que ça m'intéresse. La course, ça m'a jamais. C'est pas un truc qui moi me
me fait triper, et les acrobaties non plus. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vivre le vol. Et donc d'être vraiment dans le sens premier du FPV, c'est-à-dire vraiment l'immersion, les sensations de vol, euh, retransmises en fait par un médium qui permet de voir directement ce que voit l'UAV. Donc c'est ça qui, moi, m'intéresse le plus dans le FPV. Et c'est aussi pouvoir évoluer dans les paysages que je connais, qui sont les paysages de la Bourgogne du Sud. Alors effectivement, c'est beaucoup moins impressionnant que de faire du FPV en montagne. Alors, ce sera peut-être le cas un jour, mais là, c'est plutôt pour venir évoluer dans des paysages qui sont moins hauts, mais quand même assez vallonnés et assez intéressants, je pense, pour faire des prises de vue, pour faire du vol en immersion. Alors effectivement, la discipline du FPV, elle est un petit peu problématique en France avec la législation, parce que quand on fait du vol immersif, on a besoin d'un spotter. Alors c'est quelque chose que moi je trouve complètement débile, parce que justement, quand on est en immersion, on a conscience de l'environnement, puisqu'on voit directement ce que voit le drone. Et on le voit avec des lunettes qui justement permet de créer une bulle. Donc le fait d'avoir besoin d'un spotter, c'est quelque chose d'assez curieux. D'autant plus que ce spotter, sa mission, c'est d'avertir celui qui pilote et qui est en immersion qu'il peut y avoir potentiellement un problème environnemental. Bon. Sauf que le spotter, si on s'en réfère véritablement à la loi, il faudrait qu'il ait une capacité de prise de commande. Ce qui est malheureusement carrément difficile, parce que quand vous êtes en train de piloter votre drone, si vous avez une commande dupliquée avec quelqu'un qui ne voit pas ce que vous êtes en train de voir, mais qui voit le drone à une certaine distance, il ne peut pas forcément avoir les mêmes appréciations contextuelles que vous qui êtes en vol immersif. Donc ça, c'est un côté de la réglementation actuelle qui démontre que le législateur n'a pas réfléchi à ce problème-là en particulier. Parce que c'est vrai qu'en catégorie ouverte, on a dans les pays européens l'obligation de garder le drone à vue. Alors le drone à vue, c'est un concept qui est assez flou. Ça veut dire en gros être capable de voir le drone, mais au bout d'un certain temps, le fait de voir le drone c'est une chose, mais le fait de savoir ce que le drone est en train de subir, ou les choses qui sont en environnement autour de lui, c'est déjà beaucoup plus délicat. Donc c'est un concept qui est un peu flou en fait. Là c'est vraiment une remarque que je fais par rapport à la législation. Et du coup, ça fait l'écho aussi à la différence qu'il y a avec la norme CE en Europe, qui est une norme qui a été établie avec pas mal de pays membres de l'Union européenne. Donc du coup, avec chaque pays a apporté ses restrictions, et la France, malheureusement, a été très prolixe dans les limitations de l'usage des drones, pour l'établissement notamment de la norme CE, pour les fabricants, mais aussi pour les téléopérateurs. Et puis il y a cette espèce de fantasme qui a été un petit peu amplifié avec le conflit en Ukraine, de militarisation des drones. Alors je parle de fantasme, c'est à la fois vrai et à la fois pas vrai, mais c'est vrai que du coup le législateur a été beaucoup plus dur, et notamment en France, a été beaucoup plus dur que ce qui peut être fait dans d'autres pays, y compris aux États-Unis. Alors ensuite, après, la différence qu'il peut y avoir entre la FCC aux États-Unis et les normes CE en Europe, s'explique aussi parce que la FCC est beaucoup plus laxiste, entre guillemets. C'est-à-dire que son objectif, c'est d'harmoniser les appareils électroniques, qu'ils soient à diffusion ou à réception, pour éviter des perturbations trop grandes, mais ils sont beaucoup moins restrictifs. C'est pour ça que, par exemple, on a des capacités d'émission, notamment pour les flux vidéo, qui sont beaucoup plus puissants, de l'ordre de 1500 milliwatts, alors qu'en France, on va avoir une limitation de 25 à 30 milliwatts, ce qui va limiter la portée du signal. Alors cette limitation de portée du signal, elle
arrange les autorités d'une certaine manière, parce que du coup, puisque le signal porte moins loin, ça donne une raison supplémentaire de dire que vous pilotez votre drone à vue. Parce qu'effectivement, si vous avez la capacité d'avoir une diffusion sur 3, 4, 5, 10, 20 km, bah, vous n'êtes plus en vol à vue. Alors que si on vous limite pour que à 1200 ou 1300 mètres, voire 2000 mètres dans certains cas, vous n'êtes plus en capacité de contrôler votre drone, bah, du coup ça vient renforcer le côté vol à vue. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que quand on pose des questions, notamment à la DGC, à la Direction générale de l'aviation civile, ils disent bah nous, c'est pas nous, adressez-vous les limitations de fréquence, adressez-vous à l'ARCEP. L'ARCEP dit bah nous, c'est pas véritablement notre métier, adressez-vous aux militaires et à la DGA pour le coup. Et eux ils disent bah non, là voyez avec les législateurs, et le législateur il y connaît rien. Donc du coup on a une espèce de serpents qui se mordent la queue, de responsabilités qui se rejettent les uns aux autres, et au final, bah, le législateur, il a voté un texte dont lui-même n'avait pas eu l'explication, et qui avait été déterminé par des lobbies complètement obscurs, qui ne sont pas d'ailleurs issus des téléopérateurs, donc c'est-à-dire des pilotes de drones, que ce soit les professionnels qui font des prises de vue pour l'agriculture, pour le bâtiment, pour le tourisme, etc. Et donc du coup, ça crée des pivots comme ça qui sont un petit peu délicats. Donc évidemment, on est en Europe, on est en France, on doit suivre la législation qui pour l'instant est un peu castratrice pour les téléopérateurs et les pilotes de drones, notamment en FPV, parce que quand on vient vous mettre une limite à votre liberté, et que justement tout l'intérêt de ce genre d'appareil, c'est de débloquer ce sentiment de liberté, c'est vachement frustrant. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a très peu actuellement de risques que le fait d'utiliser la norme FCC en Europe vienne perturber, que ce soit l'aviation civile ou que ce soit les militaires. Maintenant, la loi c'est la loi, et donc il faut s'y conformer. Alors ça s'explique aussi parce qu'on est dans un pays et dans un espace territorial avec une population beaucoup plus dense que ce qui peut se passer aux États-Unis. Il y a quand même des endroits aux États-Unis où vous pouvez faire plusieurs centaines de kilomètres avant de voir un pélo. Et donc du coup, avoir une capacité de diffusion et une portée de diffusion plus importante va pas les emmerder plus que ça, ni les militaires, ni l'aviation civile. Donc ça explique aussi la raison pour laquelle la FCC autorise des puissances de diffusion beaucoup plus importantes qu'en Europe, alors que c'est vrai que le maillage territorial européen est beaucoup plus dense en population. Et donc effectivement, le législateur va dire, voilà, on ne peut pas circuler sur certaines zones parce que c'est des parcs naturels. Puis tout de suite, il y a des habitations, donc on ne peut pas survoler les habitations. Puis on a des grandes métropoles, donc on ne peut pas circuler en agglomération sans avoir des exceptions, de passer sur certaines catégories et faire des démarches administratives pour autoriser que. Donc du coup, ça nous arrange bien qu'on n'ait pas cette portée qui nous permette de pouvoir voler comme sur le territoire américain. Donc ça a une logique, tout ça, mais c'est vrai que c'est vachement frustrant parce que la différence qu'il va y avoir entre un drone qui est piloté avec la certification FCC américaine, ça va de facto se retrouver bridé, alors que c'est le même drone, c'est le même matériel, et ça peut être très rageant parce que les performances qui sont vendues par les fabricants, y compris DJI, se basent sur le mieux-disant, c'est-à-dire la norme FCC. Et donc c'est vrai que quand on arrive en Europe, les drones vont être plus sensibles au vent, vont être moins réactifs, moins péchus, vont aller un petit peu moins vite. Voilà. Bon, ensuite, après, il y a des règles dans cette formation dont je vous parlais sur Alpha Tango, qui sont, à mon avis, totalement raisonnables. C'est raisonnable de ne pas voler près des aéroports, c'est raisonnable de ne pas voler près des sites Céveso et des sites nucléaires, que ce soit nucléaire civil ou nucléaire militaire d'ailleurs. C'est, je trouve, raisonnable de ne pas voler au-dessus d'agglomérations denses et de métropoles parce que le risque est beaucoup trop grand de blesser des gens. C'est raisonnable de ne pas survoler des groupes d'individus importants.
et c'est raisonnable de définir un plafond par rapport au sol, c'est-à-dire à l'endroit où on est, et de limiter ce plafond à 120 mètres parce que au-dessus, on peut avoir des hélicoptères de la sécurité civile, des avions de plaisance, des avions d'affaires qui volent à des altitudes relativement basses, la proximité des aéroports, des aérodromes, etc. Donc, cette limitation-là, elle est compréhensible et à la limite, elle est même saine, je trouve. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on se retrouve avec pas mal de freins et des trous dans la raquette législative qui fait qu'il y a des flous. Alors, c'est sûr que le fait d'utiliser un émetteur qui va être plus puissant dans un endroit très faiblement peuplé, je pense, et qui n'est pas un parc national, je pense notamment dans les Alpes ou dans les Causses, dans le Massif central. Alors, il faut faire attention parce que dans le Massif central, il y a beaucoup de zones qui sont en parc national. Bref, tout ça, c'est très compliqué. Alors, on a à disposition le site Géoportal avec la carte d'autorisation des plans de vol, des vols, des zones libres de vol, des zones de restriction, des zones d'interdiction, avec notamment parfois aussi des informations qui ne sont pas mises sur Géoportal, qui peuvent être par exemple les décrets préfectoraux ou municipaux qui ont été pris. Et là, du coup, on peut se retrouver avec un endroit sur Géoportal qui nous dit il n'y a pas de problème, vous pouvez voler là, et un décret municipal ou un décret préfectoral qui dit non, là, il y a telle organisation d'un événement sportif, par exemple le Tour de France, et là, vous n'avez pas le droit de voler, et du coup, vous faites intercepter par la gendarmerie, la section de la gendarmerie qui est en charge de la protection du ciel autour des événements sportifs, par exemple, mais de tout type d'événements, qui vient vous tomber dessus et vous dire non-respect d'un décret municipal ou préfectoral. Et là, effectivement, Géoportal ne va pas vous le dire. Donc ça fait partie un petit peu des acrobaties et des critiques que beaucoup de téléopérateurs et de pratiquants de drones font. Moi, je comprends à la fois qu'on critique ça, mais je comprends aussi le fait qu'il y a quand même un souci de protéger les populations, de protéger les installations militaires, de protéger les intégrités de l'espace aérien civil, parce que sinon, ça devient vite la jungle. Et c'est vrai que on aime admirer des très belles vidéos de FPV, de drones qui montent à 6-7 000 mètres, mais les pilotes qui font ça sont inconscients. Alors ils ont de la chance, ils arrivent à un moment où il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de... Il y a peu de trafic autour d'eux, mais rien ne peut véritablement les assurer qu'il n'y arrivera pas un cas où ce genre de mésaventure arrive. Donc voilà, ça c'est un petit peu les choses en amont qui ont été intéressants pour moi au niveau de ma sensibilisation, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais pas forcément conscience. Bon, le non-survol des sites militaires et des gros sites industriels Céveso et nucléaires nous a aidé un peu. Merci Captain Obvious, quoi. On s'en doutait. Par contre, effectivement, tout ce qui est les zones de protection autour des aérodromes avec les couloirs ascendants et descendants, les gestions de priorité par rapport aux autres objets volants habités notamment, c'était intéressant dans cette formation de le rappeler. Donc voilà, je commence, j'attends avec impatience le Mini 3 pour commencer la première partie. J'aurai plaisir de partager avec vous cette expérience. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous les vidéos, à mettre des petits pouces vers le haut, ça fait plaisir. Et puis ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. Et puis moi, la prochaine vidéo, ça sera donc l'unboxing du Mini 3. Alors on sera en mode diffusion chill, hein. Moi je ferai comme ça des vidéos de temps en temps, mais je n'aurai pas une activité aussi importante que je peux l'avoir sur une autre chaîne YouTube, pour ceux qui me reconnaissent, en modélisme ferroviaire, hein, qui est Bienvenue à Wissenheim, où là je vais avoir une publication beaucoup plus régulière. Là, sur cette chaîne-là, c'est vraiment voilà, des prises de vue, des choses comme ça qui m'intéressent. Voilà, en tout cas, merci énormément.
Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, soirée, nuit, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, si vous êtes pratiquant de la discipline, pilotez en sécurité. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!